à ce déjeuner-débat. Déjeuner-débat qui est consacré aujourd'hui à une initiative Strasbourg Région, le Grenelle des mobilités. Le Grenelle des mobilités, c'est un projet qui a été lancé à l'initiative de l'Eurométropole, dont Robert Herman, le président, est assis à ma gauche, en partenariat avec le Conseil régional du Grand Est, dont le président Jean Rotner est assis aussi à ma gauche. Moi, je suis Olivier Mirguet, journaliste correspondant de la Tribune en Alsace, et on m'a demandé d'animer ce débat aujourd'hui. C'est un débat intéressant à plusieurs titres parce qu'on va regarder quels sont les problèmes et les questions qui se posent au niveau de la mobilité à Strasbourg, à la fois au niveau des mobilités du quotidien, des transports domicile-travail, et à la fois au niveau de ce qu'on appelle la grande accessibilité de Strasbourg, y compris les sujets qui portent sur la vocation européenne de Strasbourg et son accessibilité européenne. Mais on parlera aussi des transits, des véhicules en transit et notamment des camions. Le Grenelle des mobilités a été annoncé le 15 février cette année. C'était une conférence de presse à la gare de Strasbourg, à laquelle certains d'entre nous ont participé. Et depuis, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Il y a pourtant eu des réunions avec des socioprofessionnels, des réunions à Strasbourg. Ma première question, Robert Herman, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis le 15 février au niveau de l'animation du Grenelle ? Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Et peut-être d'abord vous dire le plaisir que j'ai à me retrouver à côté de Jean Rotner, parce que pour tout vous dire, nous avons une relation de travail qui est extrêmement agréable, qui est aussi amicale, et que c'est un bonheur de travailler ensemble dans ces conditions-là, et que ça permet d'avancer plus vite et de bien avancer sur toute une série de sujets d'intérêt général. Je voulais vous dire cela au préalable, pour vous dire qu'on ne se fâchera pas entre nous. En tout cas, c'est pas prévu comme ça dans la préparation. Et donc, on va essayer d'apporter toute une série d'éléments. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Les services ont considérablement travaillé. Les services ont travaillé d'abord pour essayer de mieux comprendre et mieux appréhender et de partager les connaissances concernant les flux sur le territoire. Prendre le temps aussi de regarder quelles étaient les innovations sur le plan technologique et qui auront forcément, à un moment ou à un autre, conséquences. Regardez où se situent très exactement les points de friction qui pourraient exister, de difficultés, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan des réalisations, parce que nous sommes certes deux autorités organisatrices de transport, fameuses AOT, mais en l'occurrence, je veux dire, nous jouons aussi avec la SNCF, nous jouons aussi avec une série d'opérateurs. Il y a par ailleurs une série de coûts partis. Que ce soit le Rocade Sud, que ce soit la 4e voie ferrée. Jean s'exprimera sur ces questions. Elle relève de cette nouvelle autorité des transports, qui est la région, qui a appréhendé aussi les mobilités des transports départementaux. Et donc, les services ont travaillé ensemble d'arrache-pied sur ces questions pour essayer de voir comment est-ce que, à partir du Grenelle de mobilité qui concernait, avec une focale particulière, la métropole, comment est-ce qu'on pouvait être cohérent à l'échelle d'un territoire plus vaste, voire transfrontalier, et d'appréhender l'ensemble de ces données. Et c'est un peu à cela que nous aboutissons aujourd'hui, partiellement, parce qu'on est en cours de chemin, on n'a pas complètement atteint l'ensemble des objectifs, et nous devons, au même moment, traiter de toute une série d'autres situations. C'est-à-dire que nous arrivons, par exemple, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais à la fin de la concession d'ACTS. Nous allons, et l'un et l'autre, proposer à nos assemblées un élément qui est majeur, qui est celui de la transformation, par exemple, du statut de l'ACTS en société publique locale. Ce qui est l'affirmation de la volonté de rester un service public délégué, où la métropole sera majoritaire et la région sera minoritaire, mais nous serons deux. Et puis il y aura une société également à l'échelle régionale où Jean présenterait une délibération, ou sur l'ensemble des transports, il sera majoritaire. Ça fait partie de l'organisation des choses. Et le Grenelle, il a permis aussi, chemin faisant, d'avancer sur l'ensemble de ces questions-là. Les services, pour les en remercier encore une fois à travers ce regard, ont aussi traité de la transition énergétique. Ils ont traité des aspects environnementaux, quels seraient les transports de demain, etc. Voilà. Et le Grenelle, il en est là aujourd'hui. Il a permis ça, je crois qu'il a permis de clarifier. Il reste un certain nombre de questions.
mais vous verrez à travers le cheminement de l'un et de l'autre dans les explications qu'on va vous donner, je veux dire qu'on a considérablement avancé. Et moi, je suis absolument ravi, et je veux remercier Jean d'avoir été le premier interlocuteur à dire, si tu fais un Grenelle, moi je veux en aide, et je veux qu'on participe d'une manière extrêmement active à cela, avec aussi derrière un financement pour permettre à la DUS de traiter des choses. Et ça s'est fait dans cette ambiance, et cette ambiance ne s'est jamais démentie. Et je crois que c'est la raison pour laquelle on a abordé tous les sujets sans tabou, et qui nous permettra, au fur et à mesure, d'avancer. Vous verrez, Jean évoquera le réseau express métropolitain, c'est un sujet magnifique, absolument magnifique, où on essaye de tracer des perspectives pour les 10-15 ans à venir. Et on pose une trace, qui est une trace qui, à mon avis, sera intéressante. Vous avez donné une liste de coûts partis. Parmi les coûts partis, il y a la transformation de la CTS, qui va passer du statut de société d'économie mixte au statut de SPL. D'abord, est-ce que le coût est parti ou pas encore? Le coût est parti dans la mesure où ce matin, en bureau, j'ai présenté le projet de délibération et qu'il sera présenté à l'Assemblée pour la fin juin. Et que par conséquent, c'est un moment très important pour cette société. Je sais qu'après avoir fait la demande de faire des économies en quelque sorte sur sa gestion et dans un contrat de performance, il y avait une inquiétude au niveau des personnels de se demander si tout compte fait on n'allait pas vers une forme de privatisation rampante des choses. Le changement de statut et l'affirmation à travers cette délibération de la région et de la métropole et l'affirmation d'une volonté, je dirais, d'une structure forte, solide, qui permettra effectivement de poursuivre dans les meilleures conditions le service public et le transport collectif. Et donc pour une dernière question, pour être assez précis, sur le statut des actionnaires minoritaires de la CTS, vous avez Transdev, vous avez la Caisse des dépôts, qu'est-ce qu'ils vont devenir? La société est créée principalement avec deux collectivités, la métropole et la région, pour ce qui est... Pardon, la société est créée avec deux collectivités, la métropole et la région, pour ce qui est de la CTS, la métropole majoritaire, avec la région. Donc les autres actionnaires sortent? Oui. Merci. Jean Rotner, quelle a été votre participation à ce process du Grenelle des mobilités depuis le mois de février? Au-delà de la participation, déjà, vous remercier pour l'invitation et dire en retour, bon, moi aussi le plaisir que j'ai à travailler vraiment au quotidien avec Robert, Laurent Métropole et la ville de Strasbourg. C'est vrai qu'au niveau régional, placer Strasbourg à la fois comme capitale régionale et capitale européenne est un vrai défi, et que le sujet qui nous occupe est également un sujet politique au sens noble du terme, pour effectivement placer Strasbourg dans cette logique de ville innovante, de ville avant-gardiste, de ville qui se fait repérer là aussi par un certain nombre de politiques publiques qui distinguent une métropole des autres. Et c'est vrai que les mobilités, Strasbourg est un peu une ville symbole, toutes les mobilités, mobilité douce, mais également la réflexion collective qui nous habite. À côté de cela, vous savez, la région a un rôle important en matière de transport, a des compétences qui, en termes de transport interurbain et scolaire, ont été transférées, ce qui fait que c'était le bon moment. Le bon moment en termes de compétences, le bon moment également, Robert l'a très rapidement effleuré, en termes d'infrastructure. On peut parler de la 4e voie nord au niveau de Vendenheim, on peut parler du GCO, on peut parler de la Roquette Sud, on peut parler du transport en site propre ouest également qui existe, de la 35, du boulevard urbain peut-être à moyen et long terme. C'est un moment crucial où, en termes de réflexion, eh bien, nous devons aborder et avoir une vision globale. Ce Grenelle répond là aussi à ce moment important, à la fois institutionnel, d'infrastructure et de perspective pour placer Strasbourg réellement, pour moi, comme le laboratoire européen des mobilités. De le faire, bien sûr, dans une vision transfrontalière qui est particulièrement importante ici, une eurocollectivité qui se réalise, bien là, on en a un exemple parfait et extrêmement concret. Et donc, pour moi, c'est l'occasion d'avoir un débat public, un débat d'experts, et pour permettre surtout un saut de performance dans les mobilités assez unique. Et le réseau express métropolitain répond, je crois, parfaitement à cette logique.
comment est-ce que le service peut être de qualité, comment est-ce qu'il peut être ambitieux et comment il peut illustrer un aménagement du territoire complètement performant. Voilà des raisons finalement qui ont fait que la région s'est engagée fortement aux côtés de l'EMS dans cette démarche. Est-ce que les Allemands sont moteurs à vos côtés pour mettre en place le réseau express métropolitain? Est-ce qu'ils sont engagés dans la démarche? Ils sont engagés dans la démarche, ce sont des partenaires. Vous avez une carte devant vous qui vous a été distribuée, qui nous fait comprendre d'emblée qu'on ne peut pas réfléchir sur un réseau express métropolitain où elle va être distribuée, pardon. Elle va être distribuée, excusez-moi, Florian, qui vous montre que bien, on ne peut pas réfléchir simplement d'un côté du Rhin sans inclure effectivement ce qui se passe à l'immobilité de l'autre. C'est somme toute quelque chose de normal. Aujourd'hui, on doit avoir vraiment cette vision à 360 de manière constante et complètement là aussi cohérente en termes d'aménagement du territoire. C'est ce que nous prêchons également à Paris. C'est-à-dire qu'avoir une vision transfrontalière depuis Paris, c'est pas simplement s'arrêter sur les bords du Rhin, mais c'est comment est-ce que nos territoires peuvent être vus comme étant finalement des ports d'entrée, comme le port du Havre, comme le port de Saint-Nazaire. Bien Strasbourg, c'est un peu le port d'entrée de la politique européenne dans le continent européen. Et il faut que nous soyons parfaitement exemplaires de ce côté-là. Alors au niveau national, il y a un débat concomitant, c'est celui de la loi sur l'orientation des mobilités. Est-ce qu'il y a un lien, si ce n'est le lien temporel, entre la LOM et le Grenelle des mobilités en Alsace? Oui, le lien, il existe. J'aurais dû, d'ailleurs, ce matin être à Paris pour une conférence de presse aux côtés de Valérie Pécresse pour défendre la ligne 4. Malheureusement, la grève de la SNCF m'a porté à faire le choix d'être chez vous à midi, mais avec beaucoup de plaisir. Oui, il y a un lien direct parce que les options que nous défendons, à la fois à l'échelle régionale, comme à l'échelle territoriale du territoire strasbourgeois ou du territoire alsacien, eh bien, sont importants. Quand on parle aujourd'hui du raccordement de l'Euro-Airport, même s'il ne tient pas compte ou il n'est pas intégré au réseau express métropolitain, eh bien, il intéresse Strasbourg. Il intéresse Strasbourg et je remercie d'ailleurs Robert d'être venu à Mulhouse défendre avec les élus du sud d'Alsace ce dossier qui est crucial pour le Parlement européen, qui est crucial pour les plateformes aéroportuaires de l'ensemble de la région. Et la présence du président de l'Eurométropole à nos côtés est plus que symbolique. Ça veut dire que là aussi, il y a une stratégie intelligente entre élus qui se met en place pour défendre les grands projets d'infrastructure. L'accessibilité européenne nous fait tout de suite penser à l'aéroport d'Ensheim. Il y a eu un rapport ministériel du ministère du Budget et de la DGAC sur le statut de l'aéroport d'Ensheim qui serait appelé à évoluer. L'objectif étant de faire payer moins de taxes aux passagers qui s'envolent depuis Ensheim. Comment est-ce qu'on tient compte de ce rapport? Est-ce que vous espérez arriver à un nouveau statut de l'aéroport d'Ensheim à court terme? Alors, il y a eu un rapport, mais il est classé confidentiel pour l'instant, donc il n'a pas été diffusé. Et comme tout ce qui est confidentiel, évidemment, ça suppose des fuites. Et ce qui nous semble avoir été compris, c'est que, en tout cas, le statut de l'aéroport de Strasbourg devait bénéficier d'une évolution. Éventuellement, en aéroport frontalier, ce qui permettrait de faire baisser les taxes aéroportuaires. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à cette formule, nous serons toujours en difficulté par rapport à un apport en subvention. On voit bien la limite de l'exercice avec une interdiction sur le plan européen, ou un risque en tout cas de recours devant les tribunaux internationaux. Et par conséquent, je veux dire, il nous faut trouver une stabilité dans l'affichage et dans le statut même de cet aéroport. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de signer, toutes collectivités confondues, au moment où je parle, une lettre au Premier ministre lui demandant d'agir rapidement dans le cadre en particulier aussi des débats sur la loi LOM, la fameuse loi sur les mobilités, de manière à ce que Strasbourg puisse profiter de ce statut. C'est très important pour nous. Et ça ne vient pas faire affront, par exemple, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Ça vient compléter un dispositif et nous permettre de résister, en particulier par rapport, vous le savez, à Baden-Baden, où nous avons là une difficulté, où il semblerait que le niveau européen s'intéresse à la manière dont l'équilibre budgétaire est trouvé dans cet aéroport. Alors, les taxes à Baden-Baden sont d'à peu près 12 € par billet, à Strasbourg elles sont entre 20 et 26 € par billet, et c'est la collectivité qui compense, c'est bien ça?
Alors il se dit, mais l'enquête en cours au niveau européen le dira, que une main généreuse, publique, est venue combler le différentiel de la taxe aéroportuaire à Baden-Baden, pour permettre effectivement de faire baisser la taxe. Mais à Strasbourg, c'est le cas aussi, non? Puisque l'aéroport est subventionné par les collectivités sur ce point. Non, pas du tout de la même manière. Et je veux dire, nous disposons ici d'aide à travers le contrat de plan État-région et à travers les OSP. Contrat triennal et les OSP, c'est-à-dire les lignes qui sont subventionnées par l'État au titre du service public. Mais en dehors de cela, je veux dire, nous avons arrêté un certain nombre d'aides spécifiques pour faire baisser les taxes aéroportuaires, à la demande d'ailleurs de la DGRC en particulier. J'aimerais juste redire ici, et ça m'a été confirmé par un certain nombre d'interlocuteurs parisiens, la difficulté que nous avons eue cette année à faire passer le contrat triennal. Je crois qu'il faut le dire publiquement. Il faut le dire aussi qu'il faut que la France assume aujourd'hui le statut européen de Strasbourg. Et donc nous avons besoin du soutien du gouvernement, quel qu'il soit, par rapport à ce statut européen de notre capitale régionale. C'est juste indispensable, mais ça a été extrêmement compliqué. Par exemple, puisqu'on parle de transport, il y a sur Ensheim la volonté de développer effectivement un pavillon officiel. Pour convaincre l'État de s'engager sur ce sujet, c'était extrêmement compliqué. Alors on a essayé de faire des jeux de mouvement et d'équilibre là-dedans. J'ai pris une participation un peu plus grande dans le PEX pour que l'EMS puisse prendre une participation peut-être un peu moindre dans le PEX pour s'investir un peu plus dans l'aéroport. Enfin, c'est juste, à un moment donné, des choses qui sont évidentes pour un statut de capitale européenne, mais qui sont très compliquées d'une part. Dans le contrat triennal, on ne va pas parler trop technique, mais vous avez les lignes sous OSP, sous obligation de service public, qui mobilisent, je crois, une vingtaine de millions d'euros d'argent public sur 3 ans. Ces OSP, normalement, sont là pour faire décoller une ligne, c'est-à-dire pour permettre à un opérateur de s'installer et éventuellement d'éponger son déficit pendant quelques années. Mais il y a certaines OSP qui sont en place depuis 15-20 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'au niveau du Grenelle, vous regardez une évolution de ces OSP? Moi, je préfère travailler sur la distance temps long plutôt que sur la réparation. Les OSP, c'est pas fait pour faire décoller une ligne. Les OSP, c'est fait pour apporter un service public qui sinon n'existerait pas et qui vise à permettre à Strasbourg d'assumer sa position pour partie au moins de capitale parlementaire européenne. Et par conséquent, je veux dire, il eût été envisageable que sur tel ou tel aspect, la ligne effectivement décolle ou trouve un modèle économique satisfaisant. Ça n'a pas été le cas. Mais à l'origine, je veux dire, l'OSP, elle n'est pas faite pour permettre à une ligne de décoller. Elle est faite pour rendre un service aux parlementaires et leur permettre de rejoindre différents points de l'Europe. Alors parmi les infrastructures, les grosses infrastructures sur les coûts qui sont partis, on n'a pas encore parlé du GCO. D'abord, est-ce que vous considérez au niveau du Grenelle des mobilités que le GCO se fera dans les délais impartis? 37 ans après, c'est difficile de dire avec une affirmation totale, oui. Écoutez, on est sur le résultat de la commission d'enquête environnementale. Il y a, je crois, 6 commissaires enquêteurs qui ont été mandatés. L'enquête est terminée. Le rapport est en cours de réalisation. Par conséquent, j'ai du mal à vous dire ce qu'il y a dedans. Il n'est pas encore réalisé. Je vais peut-être vous dire ce que moi j'espère dans cette affaire. J'espère qu'il aurait été compris, au-delà même des commissaires enquêteurs, que ce qui était préconisé à l'époque par les services des ponts et l'ensemble des inspecteurs qui ont travaillé sur le GCO, que nous sommes en train de mettre en œuvre à partir du Grenelle, mais à partir aussi de la 35, à partir des voies ferrées, à partir du tramway, à partir des réseaux que le maire de Strasbourg est en train de négocier dans l'actualité avec les communes de la première et deuxième couronne, je veux dire ce qui était préconisé. C'est-à-dire le GCO en tant que tel seul, je veux dire, ne satisfait pas, en tout cas, à la problématique devant laquelle nous sommes. Deuxième élément, j'espère que la commission d'enquête répondra aux questions qui lui sont posées et pas à d'autres. Les questions qui lui sont posées, c'est est-ce que, sur le plan environnemental,
les mesures qui ont été prises par les opérateurs sont satisfaisantes pour arriver à l'objectif de préserver ces éléments-là. C'est ça la question qui est posée à la Commission européenne. Il ne s'agit pas de rejouer le match, faut-il ou non un GCO. Et par conséquent, si tout cela avance, des choses sont plutôt bien parties. Je vois que la SANEF, par exemple sur la forêt du Kriedwald et sur le secteur de l'embranchement de Reichstätt, Vendenheim, a réussi à avoir CNPN, Conseil national de protection de la nature, je veux dire un avis favorable à l'unanimité. Ça montre que les sociétés concessionnaires, avec Vinci, sont en capacité d'apporter des réponses tout à fait satisfaisantes aux commissions qui sont en charge de la protection de la nature et la préservation de l'environnement. Par conséquent, il faut maintenant attendre ce rapport. Est-ce que je suis confiant? Oui. Je pense que les travaux vont pouvoir démarrer maintenant, courant de cet été et puis à la rentrée. Et effectivement, 37 ans après, on pourra considérer que, non pas le GCO est un dossier derrière nous, mais en tout cas qu'il est parti. S'il part, cela sera dû à quelque chose sur quoi je veux m'arrêter, c'est le fait d'avoir eu depuis maintenant un temps relativement important une solidarité sans faille des collectivités pour dire nous en avons besoin. Et d'avoir là encore joué collectif pour indiquer que nous partageons en tout cas un point de vue sur les mobilités et sur je veux dire, le blocage de Strasbourg. Je rappelle que l'autoroute a été fabriquée pour 80 000 véhicules et qu'elle en porte 160 000 dans son cœur, en tout cas au centre de l'autoroute sur Strasbourg, quotidiennement aujourd'hui, d'où un certain nombre de difficultés renforcées ces derniers jours par l'ensemble des travaux de la Rocade Sud et des travaux du tram qui ont arrêté de bloquer une sortie place Blanche. Jean Rotner, est-ce qu'on envisage en Alsace le retour du l'écotaxe sous un autre nom ou sous une autre forme? C'est une belle négociation que nous avons en ce moment avec, vous parliez de la loi L'Homme, d'orientation des mobilités, c'est une négociation que nous avons avec le gouvernement aujourd'hui. Au niveau régional, certaines régions sont pour, d'autres sont contre, donc il n'y a pas d'uniformité sur ce sujet. Le gouvernement aujourd'hui est assez tiraillé sur la manière de faire, et plus favorable, me semble-t-il, à une forme de vignette poids lourd que d'écotaxe. Après, comment peut se faire le reversement, puisqu'il y a prélèvement? Est-ce que l'État devient opérateur de ses propres opérations, ou est-ce que l'État est en capacité, à un moment donné, de déléguer à un autre opérateur, les régions, les départements, les intercommunalités, un certain nombre d'opérations? C'est ce que nous sommes en train de discuter, de négocier avec la ministre aujourd'hui. C'est un sujet délicat pour eux. Pour l'Alsace et pour ses relations avec le Bade-Wurtemberg, est-ce que c'est un sujet plus important et plus crucial que dans d'autres régions qui ne sont pas frontalières? Non, je me situe là naturellement en tant que président de région. Quand vous parlez de l'A31 du côté du nord de la Lorraine, c'est tout aussi important. Quand on parle du lien avec les Ardennes et la Belgique, c'est important. Donc c'est peut-être un sujet tout particulièrement en lien effectivement avec nos voisins frontaliers, mais c'est également la capacité qu'ont les collectivités à un moment donné à répondre et à faire des choix politiques liés à la décentralisation, à des options particulières. Ce qui se fait là autour de Strasbourg est unique en France. Eh bien, comment est-ce que nous le finançons? Comment est-ce que nous trouvons de nouvelles ressources financières qui, au-delà de la simple gestion des flux poids lourds de part et d'autre du Rhin, eh bien, c'est surtout cette notion d'aménagement du territoire. Je disais toujours tout à l'heure, bien de saut de performance. C'est ça qu'il faut gagner. Et une recette supplémentaire nous permettrait d'accélérer et de trouver des modèles économiques beaucoup plus performants. Alors, les voitures autonomes et d'autres innovations technologiques vont arriver sur le territoire, sur tous les territoires dans la prochaine décennie. Comment est-ce que vous tenez compte de ces innovations technologiques, dont on ne connaît pas encore la forme exacte, dans vos réflexions du Grenelle? Alors, d'abord, je voudrais dire sur l'écotaxe un mot. Il y a eu récemment, vous savez que la France est traduite dorénavant devant les instances européennes par rapport à la qualité de l'air et que Strasbourg est assez régulièrement cité comme étant un territoire pollué sur lequel il est nécessaire d'agir pour redescendre en dessous des normes sanitaires européennes et quelquefois mondiales, en particulier en bordure d'autoroute.
Et à l'occasion d'une réunion sur la qualité de l'air au ministère de l'Environnement, avec la présence de Nicolas Hulot, l'écotaxe a été à nouveau évoqué par moi. Non pas comme étant une décision, mais comme étant une possibilité. En tout cas, quelque chose à réfléchir. Et par conséquent, ce point n'est pas du tout à l'arrêt ni écarté, il fait partie des discussions. Ce que je crois, c'est qu'il faut arriver à mettre les choses dans un ordre de calendrier, parce que ça fixe aussi les échéances financières. Nous avons à l'échelle de la métropole la nécessité d'améliorer nos transports collectifs première, deuxième couronne. C'est à l'œuvre. Des annonces seront faites par Roland Ries prochainement. Et il y a un gros travail qui est réalisé avec les maires. Je veux dire, tout cela est en lien aussi avec l'évolution de la gare routière qui est souhaitée par la mairie de Strasbourg. Mais ça, c'est dans l'immédiat. Deuxième élément, c'est l'avènement du GCO. Ça nous paraît être un élément important, majeur, je veux dire, dans l'évolution territoriale. Et puis, il y a derrière un certain nombre de questions sur lesquelles Jean reviendra certainement. La 4e voie, SNCF, en gare de Strasbourg, qui, vous le savez, est saturée, ne permet plus d'accueillir l'arrêt de train. Et par conséquent, on peut voir passer des trains, mais si on veut garder la souplesse nécessaire, il faut une 4e voie. Cette 4e voie a un prix entre Strasbourg et Wettenheim, 109 millions, mais on gagnerait un certain nombre de flux. On a le Rocade Sud. C'est l'action de l'État, qui n'est pas aujourd'hui assis à côté de nous, mais qui est très présent dans nos discussions. C'est 60 millions. Elle est en train d'être réalisée. Il y a un élément dont on parle peu, mais qui est extrêmement important, c'est le TSPO, Transport Public Ouest, dont vous savez qu'il vient assez aisément de Barcelone, et que quand il arrive sur l'autoroute, il se retrouve dans les bouchons, et on met souvent autant de temps pour l'arrivée du TSPO et l'arrivée au centre-ville que pour le TSPO. C'est l'action de l'État. Et cette action-là est à nouveau réengagée, j'allais dire réarmée par l'État. C'est une affaire à 36 millions en estimation aujourd'hui. Il y a par ailleurs le COS, financé par le péage, et porté par, vous le savez, Vinci, qui a trouvé l'accord de son tour de table, c'est environ 600 millions d'euros. Et puis il y a la requalification de la 35, sur laquelle il y a aujourd'hui un contrat de plan État-région, une vingtaine de millions d'euros. Donc ça nécessite que ces sommes soient évidemment organisées, rangées. Ça paraît inaccessible, ça ne l'est pas. Mais ça veut dire qu'il faut l'installer dans le temps et être attentif, je dirais, à la manière dont on opère pour être le plus performant et le plus pertinent possible, en essayant encore une fois de résoudre simultanément plusieurs éléments. Évidemment les mobilités, mais aussi la qualité de l'air, je l'ai dit, et garder cette plasticité du territoire pour permettre son développement harmonieux sur le plan économique et en lien avec le territoire transfrontalier. En l'occurrence, oui, nous prenons en compte aujourd'hui les nouvelles mobilités. On ne sait pas exactement les formes que ça va prendre. On sait déjà des formes qui existent. Je veux dire, vous ne le voyez peut-être pas pour ceux qui ne sont pas dotés de ces véhicules, pour des raisons diverses et variées. Mais si vous regardez les derniers modèles qui sont sortis, par exemple de BMW, la plupart des conducteurs n'ont plus besoin de tenir le volant pour circuler aujourd'hui. Et ça n'est pas avec de l'ingénierie routière, mais c'est avec de l'ingénierie embarquée dans les véhicules. Et sur un niveau de technologie de 6, aujourd'hui sur les véhicules, on est à un niveau de 4. Le niveau 6 étant le véhicule autonome. Et on sait aujourd'hui que le niveau 6 pourrait être atteint extrêmement rapidement, et on est en train de préparer, je ne sais pas si cela se réalisera, mais l'année prochaine, dans un colloque sur les énergies, c'est ce que nous avons convenu, ce colloque se tenait à la région et continuera de se tenir, je l'espère, à la région, avec les énergéticiens, mais où était présent Nissan, où était présent BMW et Volkswagen. Il a été proposé de faire jouer nos concitoyens l'année prochaine un jeu de passagers de véhicules autonomes pour traverser la frontière. Et de le faire pendant toute la durée du colloque. Et par conséquent, je veux dire, d'appréhender ces nouvelles dimensions. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que sur les camions, par exemple, on travaille, les services travaillent
sur le free flow. Comment est-ce qu'on bloque les camions à partir d'éléments numériques, digitaux, qui permettent soit d'avoir des appareils, comme vous en avez quand vous franchissez un péage, soit de pouvoir rentrer dans les fichiers carte grise, nationaux et internationaux, ce qui demande des accords. Le service travaille sur ces questions. Comment est-ce que nous pénalisons? Comment est-ce que nous faisons payer? À partir de quand faut-il faire payer si demain l'écotaxe arrivait? Et quel système serait mis en place? Comment serait-il compatible, je veux dire, entre le GCO et les autres voies routières? Il ne faut pas qu'on se bloque nous-mêmes. Les services travaillent là-dessus. Nous avons aujourd'hui, je pourrais vous montrer, j'en ai un exemple ici, mais nous savons aujourd'hui, avec les matériaux digitaux et de caméras, permettre l'accès à des lignes réservées pour les gens qui font du covoiturage. On sait compter les voitures, on sait compter les passagers dans les voitures, sans présence humaine. Et on sait à un moment donné donner une indication comme quoi la voiture n'est pas conforme, je veux dire, à ce qui est attendu sur la voie concernée. Alors, on sait le faire, et quand est-ce que vous allez le mettre en place? Mais tout ça est en train d'être travaillé, je veux dire, on essaye d'être au plus près de ces réalités. Les choses bougent beaucoup, il ne faut pas se tromper, ça coûte un peu de sous. Et par conséquent, je veux dire, on essaye d'être le plus pertinent possible et de ne pas prendre la technologie comme un gadget, mais comme un moyen de résoudre des questions. Oui, peut-être en complément. Dire que ces technologies sont effectivement parfaites, donnent envie, mais qu'elles ne pourront se déployer que si derrière nous avons aussi une stratégie. Et c'est peut-être l'occasion pour moi de vous présenter le réseau express métropolitain de ses objectifs, mais on est toujours dans ce saut de performance. On pourra parler de voitures autonomes, de nouvelles technologies, que si nous pensons les mobilités, si nous les réorganisons de manière complètement différente, de telle manière à engager là aussi nos administrés dans des habitudes différentes. Attends, je crois qu'il faut que tu changes de micro parce qu'il y a un problème. Je change de micro. Ça va mieux? Super, merci. Alors, le principe de ce réseau, dont vous avez la carte devant vous, c'est assez simple. C'est fort de tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il nous faut réunifier aujourd'hui l'urbain et l'interurbain. Donc les deux compétences des deux collectivités. Pour ça, l'intérêt du travail ensemble, et c'est unique, hein, je le répète. De dire que nous avons une priorité, c'est les lignes structurantes. C'est ces fiches-là sur votre carte que vous voyez qui sont des grandes lignes de transit aujourd'hui sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. C'est d'offrir effectivement un service différent. Le service différent, c'est dans un réseau unifié train et autocar, autobus, comment est-ce qu'on peut avoir un service comparable à ce que l'on peut trouver par exemple sur une ligne TER ou sur une ligne RER? C'est en heure de pointe, bien un véhicule, quel qu'il soit aujourd'hui en fonction de la ligne, tous les quarts d'heure. C'est d'avoir, au-delà des heures de pointe, une régularité toutes les demi-heures. Ça change quand même petit à petit la vie, les usages, les modalités, la manière de concevoir les déplacements. Ensuite, d'avoir également une amplitude horaire largement étendue. C'est-à-dire que ces transports publics en commun se développeraient jusqu'à 23h, 0h. Est-ce qu'on est en capacité, parce qu'il y a une manifestation exceptionnelle, d'aller beaucoup plus tard? C'est cela que nous étudions aujourd'hui. Et enfin, peut-être dernier point, c'est cette fameuse notion de diamétralisation des offres ferroviaires ou éventuellement aussi propres. C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on va de Saverne à Célestat ou de Haguenau au port du Rhin sans passer par la gare de Strasbourg. C'est-à-dire sans utiliser cette notion d'étoile ferroviaire, mais plutôt d'utiliser les bords d'un réseau et de le rendre beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple au quotidien. C'est un peu ça le principe directeur de ce réseau express métropolitain. La première étape, la première pierre, c'est effectivement la mise en place de ces deux SPL à actionnariat croisé, de telle manière à pouvoir travailler le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, et à être un petit peu maître chez nous avec nos différentes compétences respectives et à savoir nous parler. Robert parlait et remerciait tous les services effectivement présents d'ailleurs aujourd'hui de leur implication dans ce sujet-là, mais l'objectif c'est ça, c'est qu'on soit
en décision courte et en circuit court en matière d'organisation de ces transports entre nos deux compétences. Au début des années 2000, il y a eu en Alsace la mise en place d'une COCO-AOT, Commission de coordination des AOT. Ça ressemblait à une usine à gaz, ça avait l'air de ne jamais marcher. Ensuite, il y a eu le projet du tram-train, pour lequel on a créé une société intermodale du bassin de Strasbourg, la SIBS. On a fermé la SIBS, ça ne s'est pas fait. Donc qu'est-ce qui vous fait croire que les projets que vous nous présentez aujourd'hui vont aller jusqu'à leur terme? Parce que peut-être tout simplement, il faut que le bon projet arrive au bon moment, au bon endroit. Je le disais tout à l'heure, il y a des infrastructures aujourd'hui qui se développent sur le bassin de l'ENS, il y a une loi d'orientation, il y a des compétences qui ont changé, il y a des acteurs qui se sont concentrés. C'est plus facile de se parler à deux que de se parler à 15, c'est plus facile de prendre des décisions à deux que de prendre des décisions à 3 déjà. Alors à 15 c'est encore plus compliqué, on l'a vu là aussi, c'est la guerre des tarifs, l'unification des tarifs, les modalités de carte unique, c'est vachement compliqué. Ça ne marchait jamais. La carte orange alsacienne dont on parlait voilà. il y a 15 ans. Bien sûr, et on ne parle pas là-dedans d'un acteur majeur quand même qui s'appelle la SNCF et qui vient souvent nous compliquer là aussi les décisions qu'on peut prendre à deux, mais qui, grâce à un cadre supranational multiple, gare et connexion, les réseaux, les machins, les trucs, vient nous compliquer souvent la vie. C'est comme ça. Parlons-nous déjà à deux, ayons une stratégie à deux, partageons cette stratégie à deux, partageons là aussi avec nos concitoyens qui comprennent bien la philosophie. Je pense que c'est quand même un tournant par rapport aux exemples que vous citiez tout à l'heure. Alors parlons de la réforme de la SNCF, ce sera ma dernière question, et après ce sera à vous de poser des questions. Dans la réforme de la SNCF va permettre de faire entrer des opérateurs privés sur certaines lignes régionales. Est-ce que, là cette fois-ci ma question est Grand Est, parce que je sais qu'il y en a des questions au niveau de l'entrée par le Luxembourg. Où en êtes-vous dans le Grand Est, au niveau de vos réflexions sur des opérateurs de TER concurrents de la SNCF? Je ne sais pas s'ils sont concurrents, ils sont complémentaires. La SNCF pouvant d'ailleurs répondre à notre appel d'offres aussi. Nous sommes prêts. Je vous rappelle que la région Grand Est est la région, après Île-de-France, qui est la plus dense en termes de réseau ferroviaire et la plus forte, et qui investit d'ailleurs de manière vraiment conséquente en termes de matériel. Aujourd'hui, dans le dialogue avec le gouvernement, c'est d'arriver à définir là aussi une stratégie d'ouverture à la concurrence. C'est pas aussi simple que ça. Qui c'est qui assure la maintenance du matériel roulant? Qui c'est qui assure la maintenance de la voirie? Qui c'est qui assure la maintenance des gares? Qui sait quel est le statut du personnel? C'est, comme on dit là-haut, extrêmement compliqué à traiter et à donner en termes de direction quelques repères. Nous travaillons, je regarde Florian hier, d'ores et déjà avec la SNCF sur ces sujets-là. Nous travaillons naturellement avec le gouvernement. Nous sommes proposés comme étant une région largement avancée. Nous sommes prêts à cette ouverture à la concurrence. Il faut simplement aujourd'hui que le gouvernement donne le go et nous espérons que dans la loi d'orientation des mobilités, cela puisse se faire. Merci. Alors c'est à vous de poser des questions. Il va y avoir un micro dans la salle. Je vous demande juste de respecter le thème du jour qui est les mobilités dans le Grand Est et au niveau de l'Eurométropole, parce qu'il y a plein de sujets d'actualité sur lesquels on aimerait interviewer Jean Rotner, mais on le fera une autre fois. Ou Robert Laval. Ou Robert Laval. Enfin, surtout oui. Alors,